une loge maçonnique transformée en réseau criminel. Ça fait assez western ce que je vais dire, mais ma tête avait été mise à prix 70 000 €. Avec une facture pour récupérer la TVA. Je me dis que ça vaut pas cher la vie de quelqu'un. Je suis pas un chien en fait, je suis un être humain. Cette affaire pour moi ça a été un tsunami en fait. J'étais en pleine ascension professionnelle et j'ai vraiment un sentiment de carrière qui s'est arrêté net. À Paris, 22 personnes sont jugées dans l'affaire Athanor, un dossier hors norme, mêlant anciens agents du renseignement, militaires et chefs d'entreprise. Derrière une façade discrète, les enquêteurs découvrent une organisation capable de tout. Intimidation, incendie, agression, jusqu'à l'assassinat. Tout commence en 2020 avec une tentative de meurtre raté. 2 militaires sont arrêtés près du domicile d'une femme qu'ils croyaient être une espionne du Mossad. En réalité, elle était simplement coach en entreprise et ciblée par un rival. Au cœur du système, un ancien agent du renseignement et plusieurs membres de la loge, soupçonnés d'avoir orchestré des missions illégales, parfois pour des motifs personnels, parfois contre rémunération. Certains exécutants affirment même avoir été manipulés, persuadés d'agir pour le compte de l'État. Au total, les enquêteurs recensent des dizaines de délits et plusieurs crimes, dont l'assassinat du pilote automobile Laurent Pasquali en 2018. Le procès, qui doit durer plus de 3 mois, pourrait lever le voile sur un système clandestin où se mêlent influence, pouvoir et dérives criminelles. Tout commence un matin de juillet 2020. 2 hommes cagoulés armés sont arrêtés à bord d'une Clio par des policiers de Créteil. Les 2 hommes se disent liés à la DGSE et en mission officielle en repérage devant le domicile de leur cible. Ça, c'est leur version. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux enquêteurs ? Alors ça commence en réalité par un chien. Parce que y a un voisin, et heureusement qu'il est là, le voisin, dont l'histoire ne retiendra pas son nom, il promène son chien dans une petite résidence pavillonnaire de Créteil, et il est surpris par ces 2 hommes, dans une voiture, une Clio. Ils ont des espèces de cagoules, ils ont l'air, comme disait Coluche, patibulaires, mais presque. Et il appelle la police. La police toque à la porte. Les policiers, la patrouille se rend compte que il y a du scotch sur la plaque d'immatriculation, ils pianotent, la voiture a été volée, donc ça démarre mal. Ouais. Et ils sont nerveux. Et dans le fourgon, il y en a un qui dit on est de la maison. Et puis après, il va dire on est de la DGSE. Alors là, les policiers se méfient quand même, parce que la DGSE, c'est un mot magique, ça veut dire les super espions français, le bureau des légendes, tout ça. Donc, la mayonnaise monte très haut. Et d'autant plus qu'ils vérifient la brigade criminelle, parce que la brigade criminelle, alors là, c'est les meilleurs policiers de France, la brigade criminelle vérifie, ils travaillent effectivement à la DGSE. Ils sont un peu cuisinés gentiment, sans garde à vue, sans rien, et ils expliquent qu'ils sont là dans le cadre d'une opération homo. Les opérations homo, c'est dans le jargon de l'espionnage, ça veut dire des opérations, des exécutions, c'est Nicolas Bietou, c'est ça. Je pratique régulièrement. Ouais. Ça m'arrive souvent. Programmées, décidées par le président de la République. François Hollande a reconnu qu'il en avait ordonné certaines. Homo pour homicide, en fait. Homicide. Alors là, la DGSE prend l'affaire au sérieux. Elle explique, là, à ce moment-là, les policiers de la brigade criminelle sont briefés. Et on leur explique qu'effectivement, ils travaillent à la DGSE, mais pas du tout, ce sont pas du tout des espions. Ce sont simplement un peu des gardes-barrières. Ils sont affectés à la base de Sercotte, où les meilleurs agents du service action sont formés. Mais alors eux, ils gardent la base. Ouais, en clair, c'est presque des gardes forestiers. Clairement. C'est les gardiens, quoi. Ouais, c'est les gardiens. C'est les gardiens. Et la DGSE dément toute opération et surtout dément ces informations. Et que cette femme qui était visée n'est pas du tout une membre du Mossad, les services secrets israéliens, mais une simple coach en entreprise spécialisée dans la formation et l'hypnose. On découvre qu'il voulait la tuer, que ce n'était pas la première fois que cette femme était ciblée, et à force d'interrogatoires et de perquisitions, les enquêteurs remontent donc jusqu'à une loge de la franc-maçonnerie, la loge Athanor à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, et là, ça part complètement en vrille. Complètement. Alors en réalité, il y a les 2 premiers, ils remontent sur 2 autres, et puis pendant des mois, ils bloquent sur ces 4. Et puis tout d'un coup, parce qu'un policier de la brigade criminelle a du flair, dans le téléphone portable de l'épouse d'un des 4, il tique sur un numéro de téléphone.
bizarre qui remonte sur un ancien agent de la DST. La DST, c'est l'autre service d'espionnage, le contre-espionnage français. Et là, il tombe sur un type qui s'appelle Daniel Beaulieu, qui est renvoyé devant le tribunal, et ils se rendent compte, les policiers en surveillance, qu'il y a tout du parfait espion, pour le coup. Il communique pas avec son téléphone, il donne ses rendez-vous dans des lieux publics uniquement, et le cerveau de toute l'opération, c'est lui. Alors ils le mettent en garde à vue, ils lui demandent gentiment le code de son téléphone portable, c'est 007. Ah ouais. Donc ils sont dans une ambiance et ils se rendent compte que lui, en réalité, c'est lui le commanditaire opérationnel de tout ça. Et lui, contre toute attente, alors que les autres se sont tus, les autres se taisent, c'est une ambiance de silence, c'est lui qui dit tout. Ouais. Et ce monsieur appartient à la loge Athanor, c'est ça? Alors lui, ce monsieur Beaulieu, il appartient à une loge maçonnique Athanor, du nom de l'Athanor, c'est le chaudron qui permet de faire la pierre philosophale. Donc Athanor, c'est une loge de puteaux. Ouais. Et là, Beaulieu leur explique qu'il y a deux frères, dont un qui se dit templier, de l'ordre du Temple, qui ont commandité tout ça. On pourrait... Et les policiers lui posent une question toute bête, une question ouverte. Mais il y en a eu d'autres. Oh, il dit, des homicides, ça se compte sur les doigts d'une main. Et alors là, les policiers à la brigade criminelle découvrent qu'en réalité, cette petite officine fait du recouvrement un peu musclé. C'est-à-dire du recouvrement, ça veut dire que quand un chef d'entreprise est pas content de pas récupérer assez d'argent assez vite, hein, M. Bétou connaît ça aussi, Non. Ça, non. Plutôt que d'envoyer des huissiers, on leur envoie des barbouzes. Non, mais les barbouzes, ils ont servi à tout ça. J'insiste, on va prendre les gens autour de la table. C'est comme si Nicolas Bétou, on était tous dans une loge, et Nicolas Bétou avait un problème, eh bien, on envoyait une équipe. Si Yael avait un problème, on envoyait une équipe régler les problèmes. Si Amandine aussi, et on pourrait en rire si on ne découvrait pas des drames. Et la mort d'un homme, la mort de Laurent Pasquali, un pilote automobile. Alors un pilote automobile, exactement. Alors après avoir raconté et avoué tout ça, ils se sont tous, une fois qu'ils ont compris que tout ça c'était très sérieux, qu'ils risquaient perpétuité, hein, maintenant ils se disputent tous. Ouais. Mais alors on ne sait pas trop qui l'a tué, Pasqualini. Mais alors ils étaient il y a un couple qui a été arrêté. Lui, il est dirigeant d'un labo dans l'Oise, un labo pharmaceutique. Ils sont passionnés de courses automobiles et ils ont fini par admettre qu'ils avaient sponsorisé la voiture de Pasquali, le pilote de rallye. Ils lui avaient versé 100 000 euros et puis finalement ils voulaient retrouver un peu leur argent. L'autre, il était ruiné en plus, il était un peu sans le sou, le pilote, et ils lui ont envoyé les barbouzes. Et ça aurait, alors c'est là où le procès va nous expliquer plus, ça aurait mal tourné dans son garage pour retrouver de l'argent et il l'aurait tué. Pourquoi je vous fais cette vidéo, les amis? Vous allez me dire, bon, la franc-maçonnerie, on en parle de temps en temps et tout. Je trouve pas. Et je trouve que la franc-maçonnerie, c'est marrant, peu s'y risque. Peu s'y risque. Je suis pas le plus courageux. Il y en a plein qui font le boulot. Évidemment, faut pas déconner. Je pense à des types comme Alexandre Le Breton, par exemple, qui en parle beaucoup, que je salue, dont j'aime beaucoup le boulot. Il y a évidemment des chaînes, donc c'est pas moi le meilleur, loin de là. Mais je voulais vous parler de ça pour entretenir le dossier. Hein, la franc-maçonnerie, on en a beaucoup parlé avec l'histoire de l'euthanasie, le projet de loi euthanasie. On en reparlera autour de septembre, octobre, parce que le projet de loi arrivera à l'Assemblée à ce moment-là. Mais je voulais faire un petit point, comme un point d'étape, en fait, sur l'existence, l'activité de la franc-maçonnerie à ciel ouvert, et que on en parle de temps en temps, mais on ne se rend pas compte de l'ampleur de tout ça et de l'étendue de ce qu'on a sous les yeux et qu'on oublie peut-être de voir, qu'on oublie de mettre côte à côte pour voir l'importance, la puissance du bordel. Donc, pour se mettre l'eau à la bouche, parce que c'est un personnage sur lequel j'aime bien taper. Je vous avoue, il y a mon côté Benalla qui ressort, c'est Pascal Praud. Ah, Pascal Praud, vous le savez, je peux pas le blairer, évidemment. Pascal Praud, qui est tout ce que j'adore dans les médias mainstream, quelqu'un qui va donner l'illusion de parler des vrais sujets, et on ne peut pas lui retirer, hein, notamment en période de Covid, d'avoir invité des gens qu'on n'invitait pas ailleurs. Je pense au professeur Raoult, évidemment, qu'on salue. Donc, évidemment que Pascal Praud, il est fort pour donner l'illusion de faire le boulot, parce qu'il le fait par moment, il faut être honnête, on est chez Juste Milieu, on est cohérent. Mais Pascal Praud, c'est aussi quelqu'un qui a une proximité extraordinaire avec le couple Macron, qui échange directement avec Brigitte Macron.
On le sait, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur Pascal Praud, sur Juste Milieu, pour vous expliquer à quel point ce monsieur, c'est une main d'un côté, une main de l'autre. Et que quand il fait des éditos enflammés sur la Macronie, en fait, il est en contact avec eux. Et on sait très bien que ça ne va jamais trop loin. C'est l'illusion de la dissidence, l'illusion de quelqu'un qui dit les choses. Mais en vérité, on est dans le système pur jus. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur Juste Milieu ou à chercher par vous-même les proximités entre Pascal Praud et le couple Macron. Et vous allez voir que pour un dissident, c'est quelqu'un qui mange quand même régulièrement à l'Élysée, ou en tout cas qui est en contact étroit avec l'Élysée. Et donc Pascal Praud, il y a aussi un rôle curieux par rapport à la franc-maçonnerie. Alors, j'en ai pas la preuve formelle, mais il y a quelqu'un en tout cas qui semble sûr, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais Pascal Praud, la franc-maçonnerie, pour lui, c'est la rigolade. Regardez un extrait, c'était sur l'heure des pros, il y a 2 ou 3 ans, sauf erreur. Vous retrouvez la même type de logique de contrôle. Non mais bon, voilà. Le plaisir, c'est de regarder. Tu peux dire un mot? Oui. Ah, moi je l'ai fait. Non mais Joseph, la parole circule. Oui, c'est entre les colonnes. Oui. Alors, ça c'est pas bien. Un frère a été appelé à Lorient. Tu vois, en plein direct sur CNews, on se fait des petites vannes de francs-maçons. Parce que la parole circule entre les colonnes, c'est évidemment l'une des phrases un peu connues de la franc-maçonnerie, quelle que soit la loge. Et Pascal Praud, en direct, on fait des petites vannes. Alors évidemment, ça ne veut rien dire, ça ne certifie rien du tout. Mais tu vois, tu as cette petite sympathie. Alors, attention quand même, il y a une sympathie quand lui-même en parle. Par contre, quand d'autres en parlent, comme Karl Zéro, évidemment, là par contre, alors, là encore, ça veut rien dire, mais Pascal Praud, il a des réactions un petit peu plus vives, un petit peu plus vivaces. Rappelez-vous cette séquence de Karl Zéro, là encore sur le plateau de l'heure des pros. Amis politiques, il y avait des amis de sa même loge maçonnique qui l'avaient lâché et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces... politique. Voilà, tu vois, là il y a déjà plus de pincettes. Alors que quand sur d'autres sujets où il n'a pas forcément beaucoup plus de preuves, là on peut y aller plein badin. Sur la franc-maçonnerie, il y a des pincettes qu'on lui connaît pas trop. Et Karl Zéro, c'est pour ça que je le laisse maître de ses propos, Karl Zéro avait signé et persisté sur l'appartenance de Pascal Praud à la franc-maçonnerie. Alors, je le laisse maître de ses propos, c'était sur TV Liberté. Il a déclaré ceci il y a 1 an et demi environ. L'image qu'on donne de moi, là, vous avez été très sympa avec moi quand vous... Attends, t'as pas vu si on est barré. Non, mais d'accord. Mais l'image, par exemple, que donnent certains fact-checkers ou certains allumés sur Twitter ou ailleurs... Parlez-moi même au mal du moment qu'on parle de moi, quoi. Non, mais j'aime pas trop. Non, ça m'agace, Ah, quand même. Oui. Il y a un petit cœur là-dessous, quand même. Oui, un petit cœur qui est encore là. Ça discrédite le travail, donc moi je te comprends. Oui, c'est un peu Quand t'as Pascal Praud qui un peu te contredit de manière virulente dans l'heure des pros sur CNews, on te sentait un petit peu qui te bouscule. Oui, monsieur, faut dire, je lui ai parlé de franc-maçon, il était hors de lui, quoi. Tu vois, pourquoi il s'y attendait tellement pas que... Bonne question. Tu vois, il était plus étanche, quoi. Et pourquoi, d'après toi? Parce qu'il l'est. Ah, d'accord. Écoutez, c'est du scoop, ça. T'as des preuves de ça? Ça crève les yeux, quoi. Quand un mec, justement, n'est plus étanche parce que tu lui parles de ça, et qu'il se met à faire des regards comme ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà, alors, je laisse Karl Zéro maître de ses propos, tu vois. Mais c'est vrai que Pascal Praud, voilà, quand on parle franc-maçonnerie sur son plateau, en tout cas, il a un rapport assez curieux. Il a un rapport assez curieux pour minimiser la chose, tu vois. Il est lanceur d'alerte sur plein de choses. Pascal Praud, il balance sur plein de choses, mais sur la franc-maçonnerie, c'est pas grave. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est pas grave. On va en parler. J'ai des affaires où la franc-maçonnerie est liée, mais c'est pas grave. Écoutez ce que nous dit Pascal Praud. Les extraits ont été sélectionnés sur la chaîne de Johan Livernet. Voilà, je prends sa vidéo. N'hésitez pas à aller regarder son travail, à aller regarder sa chaîne, évidemment, si vous le souhaitez. T'apprends à fermer ta gueule pendant 1 an. Ce qui, pour un militant... Je serais jamais accepté. Vous devriez peut-être faire ça. Jamais. Mais c'est compliqué. Ensuite, du coup, tu apprends par le silence à écouter les autres parce qu'il faut meubler. Une année de silence, c'est très très long. Et après, tu découvres avec intérêt que le fait de pas parler le premier a beaucoup d'avantages. Tu dis beaucoup moins de conneries.
Ce qui n'est pas inutile. Et deuxièmement, tu reprends de ce que disent les autres des idées qui viennent soit renforcer, soit atténuer, soit moduler. Mais ma question est à quoi elle sert aujourd'hui dans la société sur le plan politique? Après, peut-être qu'elle a d'autres... qu'elle sert à autre chose. Au réseau, que sais-je. Bon. Mais à quoi un bon débat en politique ou à la télévision, quand vous êtes plusieurs, c'est un débat qui est un concours de décibels, où personne n'arrive à finir une phrase et où seul l'animateur en sort grandi. Dans la maçonnerie, il n'y a pas d'interruption. Oui, mais vous comprenez ma question. Est-ce qu'elle pèse sur la société? C'était ça ma question. Elle pèse sur des La dernière loi, dit-on, maçon ou maçonne, c'est la loi de Neuwirth. Non, c'est pas exact. D'abord, il y en a quelques-unes d'autres. C'était le revenu minimum d'insertion, par exemple. C'est une proposition maçonne qui s'appelait RMU et qui est devenue RMI. La CSG, 30 ans. Demandez la dernière. Elle a quand même 20 ans de moins que l'autre. Et puis la prochaine, ça sera probablement le droit de mourir dans la dignité. La franc-maçonnerie, ça sert pas à grand-chose. Comme nous dit Pascal Praud, c'est plus ou moins des amateurs de chouettes et de baguettes magiques, ça sert pas à grand-chose. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de certaines affaires où on retrouve aux manettes, très clairement, la franc-maçonnerie, alors quelle que soit la loge. Petit avertissement pour cette vidéo, je ne vais pas m'embarrasser de dire oui, mais les loges c'est différent, les machins, les bidules. Je pars du principe que dans la franc-maçonnerie, soit il y a des gens très intéressés par l'aspect ésotérique et théorique des choses, et dans ce cas-là, ils font partie d'une forme d'église, de culte, qui devrait être interdit, ou en tout cas qui ne devrait pas être aussi présent dans les instances politiques et compagnie. Donc c'est sous couvert de laïcité, il piétine ce qui fait la division, la séparation de l'église et de l'État. Mais il y a eu une affaire plus lourde, bien plus grave. Les médias en ont parlé, plusieurs médias mainstream en ont parlé, et pourtant l'écho a été très restreint. C'est l'affaire de la loge Athanor. Complément d'enquête a fait un reportage là-dessus, donc pour vous dire que c'est officiel. L'enquête sur une poignée de francs-maçons soupçonnés d'avoir réglé des problèmes quotidiens en embauchant des tueurs à gages. Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, vous en avez marre d'un de vos syndicalistes, et si vous le faisiez assassiner pour la modique somme de 75 000 €? Ça vous paraît improbable, et c'est pourtant ce qui a failli arriver à Hassan. Pour la première fois, vous entendrez ce soir le témoignage de ce délégué du personnel. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des Gilets jaunes. Vous vous êtes vu mort a posteriori. Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. Filature, passage à tabac, meurtre. On va vous raconter l'histoire d'un trio de francs-maçons suspectés d'avoir monté une officine du crime. Ils seraient parvenus à faire croire à des agents des services secrets qu'ils étaient en mission et qu'il fallait supprimer des cibles au nom des intérêts supérieurs de la France. Daniel souhaitait multiplier les contrats homo, comme il disait. C'est-à-dire les contrats homicides, d'État. Présentés comme tels. Il y a 7 ans, Ferdinand Mbaou a échappé à la mort par miracle. C'est un opposant congolais réfugié en France, un ancien général chassé de son pays par le pouvoir en place. Je vais donc à la gare de Bessancourt pour prendre mon train. Ce matin-là, un inconnu le suit et se rapproche. J'arrive ici, j'entends 2 coups de feu dans mon dos. Et je me retourne. Et quand je me retourne, je vois quelqu'un ici, à 1 mètre de moi, qui me pointe un pistolet. Et donc, je me mets à courir pour fuir. En zigzagant, j'essaie de fuir et je me retourne, il est encore sur place et je décide de le pourchasser. Et finalement, je sens que mon corps s'affaiblit et lui, il gicle là-bas où il y avait un véhicule qui l'attendait. La première balle a ricoché un peu plus haut. Et la deuxième, comme il était un peu plus proche, est rentrée et est venue en profondeur jusqu'à se loger à côté quand même du cœur. Je vous aide? Vous pouvez m'aider, oui. Voilà. Allez jusqu'au bout, et voilà. Ah voilà, oui. Exactement. Donc elle est là. Vous voyez la cicatrice? Ouais. Elle est toujours là, donc la balle. La balle est toujours dedans. Et elle me jette. Cette tentative de meurtre non élucidée intéresse de près la police. Elle pourrait faire partie d'une affaire tentaculaire.
l'une des plus surprenantes de ces dernières années. L'affaire Athanor. Une enquête qui prend naissance dans l'univers secret des francs-maçons. Les frères debout. Il y a eu des dérives, il y a eu des dérives financières, il y a eu des dérives dans tous les sens. Mais alors ça on n'avait jamais vu. Filature, passage à tabac, meurtre, tentative de meurtre. Ces gens avaient peut-être besoin de pognon. Ils pensaient qu'ils étaient des James Bond entre guillemets alors qu'ils ne l'étaient pas. Une affaire où se croisent des militaires pieds nickelés, des ex-agents secrets au service de notables fortunés et des victimes sans histoire. Vous vous êtes vu mort a posteriori? Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. C'est le dossier le plus fou que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un dossier aussi incompréhensible du point de vue de la raison humaine. 15 mises en examen, des auditions, des écoutes, des perquisitions. Nous avons eu accès à des documents inédits et enquêté sur cette affaire pendant plusieurs mois. Je vous conseille un truc, ne parlez jamais de la société parce qu'il y en a des journalistes qui sont amusés à ça. Il y a un avocat derrière. Eric Léniche, je travaille pour l'émission Complément d'enquête sur France 2. J'ai essayé de... J'ai porté plainte contre vous. Mais pourquoi? Je vous répondrai pas là, c'est couvert par le secret d'instruction. Allez, vous pouvez couper. Pour la police, tout commence ici, à Créteil, près de Paris. Dans ce quartier résidentiel, Marie-Hélène Dini jongle entre sa vie de famille et sa petite entreprise de formation. Mais un matin de 2019, sa vie va chavirer quand elle est violemment agressée en bas de chez elle. Alors voilà, ils étaient là, face à face, ce qui fait que j'ai vu le visage de l'un d'eux. J'ai passé mon chemin et arrivé là, j'ai pris un énorme coup sur la tête. Après, je me souviens plus de rien. Je me retrouve à terre et là, ils me disent, j'ai envie de hurler. Je suis bâillonnée et ils me disent, si tu hurles, on te tue. Et si tu appelles la police, on reviendra. Comme ils sont partis avec mon ordinateur, mon sac à main, j'ai pensé que effectivement c'était un vol. En réalité, ce n'est qu'un avertissement qui lui vaut 10 jours d'interruption de travail. Cette photo a été prise au lendemain de son agression. La suite arrivera 9 mois plus tard. Mehdi est artisan. Comme chaque matin, il vient de déposer son fils à la crèche, dans la rue où habite Marie-Hélène Dini. Un véhicule attire son attention. Arrivé à l'angle de la rue, il y avait une Clio noire. Il y avait 2 personnes dedans. Et quand je suis passé, il y en a un qui a fait semblant de dormir et l'autre est regardé dans son rétroviseur. Et après, j'ai vu des gants en mois de juillet. Je me suis dit, c'est bizarre. Au mois de juillet, il fait chaud. La personne, elle a des gants. L'autre, elle a une casquette. L'autre, elle a une capuche. C'était louche. C'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. Je me suis dit, à la crèche à côté, ils veulent faire un attentat. Je me suis posé toutes les questions. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Une patrouille arrive sur les lieux et vérifie la plaque de la Clio. Elle est fausse. Les policiers interpellent les passagers. À leur côté, ils découvrent une arme à feu chargée. Surprise, les 2 hommes sont des militaires de la DGSE, les services secrets français. Ce matin-là, quand Marie-Hélène Dini quitte son domicile pour aller au travail, elle a peut-être échappé au pire. Là, en fait, je vois un attroupement au fond de la rue, là, sur la dernière partie, plein de policiers. Donc j'ai passé mon chemin et je suis allée récupérer ma voiture et je suis partie. J'avais à peu près 3/4 d'heure de retard sur mon horaire habituel. Si j'avais été à l'heure, je pense que là, je pense qu'effectivement, j'aurais eu quelques ennuis. Peut-être que je ne serais plus là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Marie-Hélène Dini a-t-elle échappé à une exécution? Pour expliquer leur présence, les 2 militaires de la Clio
nom de code à la DGSE, Dagomar et Adelard, livrent une explication étonnante. Madame Dini est, selon eux, une agent du Mossad, les services secrets israéliens. Elle ne sortait pas tous les jours à la même heure de chez elle. Il fallait qu'on se méfie, parce qu'elle pouvait être équipée d'un beeper ou d'un système d'alerte qui aurait pu alerter les gens du Mossad. Pourtant, Marie-Hélène Dini n'a rien à voir avec le Mossad. Elle n'a même jamais mis les pieds en Israël. C'était tellement invraisemblable que voilà, ça n'a pas eu d'impact. En fait, ce qui a eu un impact, c'est quand on a commencé à me dire qu'il y avait eu une balise sous ma voiture. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. C'est le début d'une enquête qui va secouer le monde du renseignement. Dagomar et Adelard affirment être en mission pour la DGSE. C'est faux. Les policiers découvrent que cette opération aurait été initiée par un homme qui n'a rien à voir avec les services secrets. Jean-Luc Bagur, 63 ans, un ancien mécanicien devenu homme d'affaires. Il est à la tête d'un centre de formation de coach près de Paris. C'est un chef d'entreprise ambitieux et charismatique. Le voici interviewé en 2018. Un champ nouveau s'ouvre aujourd'hui pour le coaching. Et pour nous, faire du coaching, c'est rester éveillé, c'est demeurer avec cette capacité d'étonnement. Il dirige une dizaine de salariés et perçoit 200 000 € de dividendes par an. Il y a encore tellement de choses à apprendre. Ben oui, il y a encore tellement de choses à apprendre. Et on peut tout à fait avoir une rigueur. Il est alors interrogé par cet homme, Gabriel Hans, le président du syndicat des écoles de coaching. Extrêmement pragmatique dans sa relation au métier. Il se souvient d'un patron obsédé par la réussite. Il se débrouillait très bien en marketing. Il arrivait vraiment à gagner des parts de marché sur tout le monde et on voyait bien qu'il était absolument centré sur gagner des parts de marché. L'homme d'affaires a un atout. Son école délivre des diplômes équivalents Bac+4 contre Bac+3 pour ses concurrents. Problème pour Jean-Luc Bagur, le syndicat veut à l'époque réglementer la profession. Il risque d'être rétrogradé à Bac+3. Je pense qu'il a eu une peur très très forte en perdant cette certification de ne plus avoir de business. Comme lui faisait toute sa stratégie marketing depuis des années sur le fait qu'il avait un cran au-dessus des autres qui était complètement injustifié, là effectivement je pense qu'il s'est vraiment senti très, très en danger. Celle qui menace les affaires de Jean-Luc Bagur, c'est la secrétaire générale du syndicat, Marie-Hélène Dini. Elle-même dirigeante d'une école de coach, elle veut faire le ménage dans la profession. Pour son avocat, Joseph Cohen-Saban, c'est ce qui aurait déclenché chez Jean-Luc Bagur sa volonté d'éliminer sa cliente. C'est un personnage, un meneur d'hommes, qui a l'habitude d'imposer sa volonté partout. Je suis le chef et vous la fermez, quoi. Et lorsque ça atteint sa toute-puissance, ben on voit comment il réagit. Vous pensez que ça aurait changé quelque chose s'il avait réussi à vous supprimer ? En tout cas, si le but c'était d'arrêter et de m'arrêter, oui, effectivement, parce qu'en fait, j'avais à la fois, les écoles me suivaient, et en même temps les connaissances techniques pour mener à bien ce dossier. C'est vrai que si je disparaissais, à un moment donné, le dossier, en tout cas, était en panne pour 1 an, 2 ans, on ne sait pas combien de temps. Lui, dans sa tête, probablement, ça justifiait largement le fait que je disparaisse. Jean-Luc Bagur va se servir des relations qu'il a tissées dans un univers secret auquel il appartient. Les frères debout. La franc-maçonnerie. Un monde avec ses rites et ses costumes où l'on s'appelle frère et dont l'objectif est le progrès de l'humanité. Prenez séance, mes frères. Mais la franc-maçonnerie est aussi un lieu de réseau. Jean-Luc Bagur fréquente une loge à Neuilly-sur-Seine dans cet immeuble. Elle compte une vingtaine de frères, un informaticien, un pilote d'avion, un directeur commercial qui se réunissent ici 1 fois par mois. La loge
Athanor. Voilà, cette vidéo sur la présentation de cette loge Athanor est maintenant terminée. Nous en saurons davantage à l'issue du procès qui se déroule actuellement. Merci d'avoir regardé, bonne journée à tous.